L'Observatoire des Civic Tech et de la démocratie numérique a été lancé en 2018 au sein de l'association Décider Ensemble. Donc, Décider Ensemble, c'est un think tank qui est né en 2005 et qui s'intéresse largement à toutes les questions de participation citoyenne. L'Observatoire, lui, est plutôt sur les questions numériques. C'est un sujet qui a été traité depuis le début des années 2010 par l'association, avec d'abord la question de l'open data et puis ensuite la question de la démocratie numérique. Donc, l'une des enquêtes que nous faisons depuis le plus longtemps est le baromètre de la démocratie locale numérique, où nous nous intéressons aux pratiques des collectivités locales, à comment est-ce qu'elles mettent en œuvre des outils de démocratie participative avec le numérique. Et donc ça, c'est un baromètre que nous produisons tous les ans depuis 2016 et qui revient sur les coûts de ces outils, comment ils sont mis en œuvre, quelles sont les ressources humaines nécessaires, et puis ensuite quelles sont les attentes envers ces outils et les résultats obtenus mis en regard des attentes. Nous faisons un certain nombre de travaux de recherche que nous publions librement, à la fois une cartographie des Civic Tech qui a été publiée l'année dernière, et puis des travaux un peu plus ponctuels. On a fait des colloques sur les réseaux sociaux et la démocratie numérique. On a organisé une grande journée de la Civic Tech en France qui présentait un petit peu un état des lieux au bout de 10 ans de Civic Tech, où on en est en termes de démocratie locale pour les collectivités, en termes d'engagement des jeunes, en termes de Civic Tech associative. On a des activités aussi de mise en réseau des différents acteurs du secteur de la Civic Tech. Donc voilà, et puis on organise un certain nombre d'ateliers aussi et de formations pour les acteurs qui veulent mettre en place des outils numériques. Les Civic Tech, ou les technologies civiques, si on veut le dire en français, si on prend une définition large, c'est tous les outils et toutes les applications qui permettent de faciliter l'engagement et la participation citoyenne. Donc ça, c'est une définition vraiment très large, et dedans, on va avoir une grande diversité d'outils. On va avoir des plateformes de débat, on va avoir des applications de signalement, on va avoir des plateformes de budget participatif. Donc c'est vraiment une grande diversité d'outils qui peuvent être utilisés aussi pour différents usages. Donc en termes d'usage, on a aussi une grande diversité qui va de l'utilisation de ces plateformes dans des démarches ponctuelles, comme par exemple la préparation des PLUI ou dans des opérations d'aménagement d'urbanisme où on souhaite consulter la population. Ça peut être aussi dans des démarches un peu plus pérennes, comme les budgets participatifs qui se renouvellent tous les ans. Ça peut être aussi des démarches qui visent à faire contribuer les citoyens en leur faisant produire des données, comme des cartographies participatives. Donc on a vraiment une diversité d'outils et d'usages quand on parle de la Civic Tech. Après, en termes de secteur, il y a un peu deux choses qu'on peut remarquer. La première chose, c'est qu'en fait, il y a des acteurs marchands et des acteurs non marchands. Donc on a un certain nombre d'acteurs qui vont vendre des services aux collectivités, aux institutions, mais aussi aux entreprises. Et on a un certain nombre d'acteurs qui sont plutôt des acteurs associatifs ou des collectifs, qui ont plutôt pour objectif de porter, on va dire, la cause de la démocratie numérique, et qui pour le coup ne vendront pas de prestations. Et ils se reposent principalement sur des dons, des subventions parfois, et surtout sur des communautés de bénévoles qui vont continuer à faire vivre les outils numériques. En termes de marché de la Civic Tech, c'est-à-dire les acteurs qui vont vraiment proposer des outils et des services aux acteurs institutionnels et aux entreprises, dans notre cartographie de 2019, on a proposé une distinction entre trois catégories d'outils, ou plus précisément 3 catégories de démarches, d'objectifs principaux qui vont être attribués à la technologie, attribués au Civic Tech. La première catégorie, c'est celle de l'information. Là, l'idée, c'est vraiment que la transparence est ce qui va faire la force de l'outil et que l'accès à l'information est ce qui va donner un pouvoir aux citoyens. Donc dans cette catégorie-là, on a à la fois des outils associatifs comme Regard Citoyen, et on a des outils qui sont plutôt développés et proposés aux collectivités comme Vox.org ou d'autres structures qui vont mettre en forme l'information et améliorer sa diffusion. On peut penser aussi à Acropolis par exemple qui fait des diffusions en direct de certains débats, par exemple à l'Assemblée nationale, et qui va commenter ces informations pour les rendre plus compréhensibles. La deuxième catégorie qu'on a identifiée est celle des outils de mobilisation. Là, ce qui est important, c'est ce qu'on pourrait appeler la force du nombre. L'idée, c'est d'aller chercher des communautés, de les mobiliser sur certains sujets, certaines causes qui peuvent être très locales, mais qui peuvent être aussi jusqu'à l'échelle européenne. Et donc, dans cette catégorie, on va avoir les outils de pétition, comme Change.org ou Mobilisons chez Framasoft. On va avoir aussi des outils qui sont portés par des acteurs commerciaux et qui vont, eux, se reposer sur l'idée qu'on va créer une communauté et ensuite la faire porter un problème, une cause. Ça peut être Fluicity par exemple à l'échelle locale, ça peut être aussi Make.org qui organise des consultations où ils demandent l'avis des Européens jusqu'à justement l'échelle européenne.
On a une troisième catégorie qui est celle de la coproduction. Là, l'idéal, l'objectif vraiment le plus poussé serait celui de la délibération. Dans cette catégorie-là, on va avoir des outils, des plateformes assez complètes avec différents modules qui vont permettre aux citoyens d'échanger, de débattre, de coproduire, de co-construire. Donc on a dans cette catégorie les plus connus comme Cap Collectif ou l'outil Decidim qui est porté en France par Open Source Politics et qui permettent de faire à la fois des consultations, des budgets participatifs, mais toujours avec cette logique de coproduire l'action publique ou les politiques publiques. Après, ces trois catégories, c'est vraiment une première cartographie des objectifs qu'on peut attribuer aux outils et on peut utiliser un outil pour un autre objectif ou combiner les objectifs dans un même outil. Donc c'est vraiment une première manière d'entrer dans le secteur. Il y a plusieurs facteurs en fait, qui peuvent permettre d'expliquer l'essor de la démocratie numérique, mais la première chose qu'il faut noter, c'est que les civic tech n'ont pas été vraiment une révolution. Avant même que les civic tech émergent, qu'on commence à parler de civic tech, dans les années 90 et 2000, il y avait déjà une utilisation des outils numériques pour la démocratie participative. Les collectivités locales ont commencé à mettre en place des sites internet pour informer les citoyens. Elles ont aussi développé des pages où les citoyens pouvaient contribuer à travers des formulaires, où elles pouvaient même commencer à mettre en place des cartographies. Et du coup, les civic tech sont arrivés un petit peu dans cette tendance qui existait déjà. C'était pas une révolution en elle-même. Après, en termes d'explication de pourquoi la démocratie numérique a eu autant de succès, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Le premier, c'est que ces outils devaient permettre de mobiliser plus largement, et de mobiliser en fait en dépassant l'échelle géographique de la proximité, en dépassant aussi les publics qui participaient déjà. Donc effectivement, avoir une plateforme qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça fait que les personnes qui ne vont pas en réunion publique vont pouvoir participer à travers le numérique. C'est aussi un avantage, par exemple, pour les métropoles ou les collectivités à plus grande échelle qui voudraient mobiliser des habitants sur un territoire très large et qui voudraient, par exemple, compiler les contributions qui auraient été recueillies dans différentes communes ou à différents lieux. Donc ça, c'est un premier argument qui a été mobilisé. Un deuxième argument était qu'en fait, le numérique permettrait de toucher des publics qui ne participaient pas encore, qui avaient du mal, par exemple, à s'exprimer à l'oral, à prendre la parole en réunion publique ou tout simplement à se déplacer. Pendant très longtemps, par exemple, on a pensé que le numérique allait permettre de toucher les jeunes, parce que les jeunes auraient été à l'aise avec le numérique et donc que ça les aurait forcément attirés de participer sur des plateformes, ce qui n'a pas forcément été le cas pour le coup. Ça aurait aussi permis plus largement de diversifier les formats d'expression. Vous pouvez vous exprimer à l'oral, vous pouvez vous exprimer à l'écrit, vous pouvez simplement cliquer, voter, faire un commentaire. Donc c'était aussi une manière de diversifier la manière dont on participe. Il y a un autre argument aussi qui justifie le recours au numérique, qui est que quand on implique un grand nombre de citoyens et qu'on veut vraiment avoir une participation à large échelle, une plateforme numérique, ça permet de concentrer toutes les contributions à un même endroit et de traiter un plus grand nombre de contributions. Après, la question de la synthèse, elle pose encore problème aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez deux manières de faire la synthèse, grosso modo. Soit vous demandez aux citoyens de choisir eux-mêmes, donc vous leur demandez de voter pour des projets ou pour des idées, et ce sont eux qui vont choisir quels sont les projets et les idées que vous allez prendre en compte parce que ce sont celles qui ont le plus de votes. Soit, en fait, vous devez faire la synthèse de milliers, voire dizaines de milliers de contributions. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez utiliser un certain nombre de logiciels, d'outils d'analyse sémantique qui vont vous dire combien de fois un mot revient, combien de fois des mots sont utilisés ensemble, mais ça reste quand même très limité. Et souvent, il faut quand même prévoir un grand temps pour pouvoir analyser toutes ces contributions correctement. Et un dernier argument qui a probablement joué un rôle important est celui justement de l'innovation, de la modernisation qui sont aujourd'hui largement valorisées. On est dans un contexte à la fois de concurrence territoriale et puis dans un contexte où les collectivités sont en baisse de financement. Donc dans ce cas-là, le fait d'utiliser le numérique, ça permet aussi d'avoir accès à de nouveaux financements, de répondre à des appels à projets où l'innovation est toujours demandée. Et notamment, par exemple, dans le cadre des appels à projets Smart City ou Ville intelligente, où pour le coup, le numérique prend une place très importante. Un ingénieur de la concertation, ou dans le cas des collectivités locales, on parle de chargé de participation, chargé de mission participation. Ce sont en fait des professionnels qui ont un rôle assez difficile parce qu'ils font souvent le pont entre différents acteurs et donc ils ont un certain nombre de missions différentes.
La première mission qu'ils vont avoir, ça va être de convaincre les élus de l'opportunité de faire de la participation citoyenne et de la participation citoyenne numérique. Donc dans certains cas, on a des élus qui sont déjà convaincus, et ce portage politique-là va être vraiment un atout pour le projet, mais dans d'autres situations, les chargés de la participation vont avoir pour objectif de convaincre les élus et de les engager dans le processus. Une deuxième mission, ça va être de convaincre et de soutenir les équipes de la collectivité ou de l'administration qui vont mettre en place les démarches de participation. C'est-à-dire qu'ils doivent à la fois connaître les outils, les méthodologies, pouvoir aiguiller dans le choix de certaines méthodes de mobilisation, de communication, et accompagner tout ce processus en mettant en place des formations, en fournissant un appui à la synthèse. Donc c'est vraiment tout ce qui est de l'ingénierie, on va dire, méthodologique et du soutien aux chargés de projet qui vont porter des démarches de participation. Et donc une troisième mission, on pourrait dire, va être celle de garder un œil sur ce qui se fait, de faire de la veille pour connaître vraiment les outils et les bonnes pratiques. Dans ce cas-là, les échanges en fait, entre praticiens, entre collectivités, jouent un rôle très important pour vraiment se tenir informé de ce qui existe et pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, les retours d'expérience, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et enfin, c'est pas forcément le dernier rôle, les chargés de participation sont souvent en contact avec les citoyens et donc ils vont être aussi ceux qui vont être en charge de mobiliser les citoyens directement, aussi de mobiliser les relais locaux pour pouvoir mener à bien une démarche de participation citoyenne. Ça dépend un peu de quel ingénieur de la concertation vous parlez. Les chargés de participation dans les collectivités locales, ils font un peu tout. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui vont parler aux élus pour bien comprendre quels sont les objectifs, ceux qui vont définir la stratégie de mobilisation, de concertation, qui vont définir les objectifs. Ensuite, ils vont accompagner, quand c'est par exemple l'équipe de la direction de l'urbanisme qui mène la consultation, ils vont les accompagner pour définir quels sont les outils à utiliser, choisir un prestataire, choisir comment on va formuler les questions, tout ce qui est travail éditorial aussi d'information sur la plateforme. Et puis ensuite, ils peuvent aussi les aider à faire la synthèse. Donc, c'est un peu vraiment, ils font tout, ils travaillent avec la direction de la communication pour préparer le plan de communication et les actions. Donc ils sont vraiment en lien avec toutes les directions de la collectivité locale en fonction de qui est intéressé par le résultat de la consultation. Favoriser la large participation favoriser la participation du plus grand nombre. D'abord, il faut remarquer que ce n'est pas toujours l'objectif. Nous, ce qu'on va conseiller aux collectivités en général, c'est de d'abord définir quel est leur objectif pour la participation citoyenne, ce qu'on attend du citoyen, et du coup, quels vont être les publics qui sont ciblés par cette participation. Typiquement, si vous êtes sur une politique publique qui ne concerne qu'un certain groupe d'usagers, je pense par exemple à une politique vélo, vous n'avez pas forcément l'obligation ou besoin d'impliquer toute la population. Mais vous pouvez choisir des dispositifs qui vont cibler une population. Après, si vous voulez vraiment avoir une participation très large, assez simplement, la première chose qu'il faut remarquer, et ça c'est vrai pour le numérique, mais c'est vrai pour les démarches en présence aussi, c'est que le plus important, c'est d'avoir un enjeu qui va intéresser les citoyens. Si vous les consultez pour leur demander la couleur de la barrière qui entoure la mairie, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de participation. Donc il faut que l'enjeu soit vraiment important. Et ensuite, il faut aussi que leur participation ait un impact. C'est-à-dire que vous n'allez pas participer si vous allez juste parler dans le vide, qu'on va vous demander votre avis, ou alors vous participerez une fois, mais vous ne reviendrez pas, si vous n'avez pas vraiment eu d'impact sur la politique publique. Donc ça, c'est les choses les plus importantes. Ensuite, en termes de mobilisation spécifique au numérique, finalement, on remarque que les acteurs ont des stratégies de mobilisation qui sont assez classiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser la presse écrite, on va utiliser les panneaux d'affichage, on va utiliser les réseaux sociaux aussi évidemment. Parfois, on va faire de l'acquisition aussi sur les réseaux sociaux, mais on reste dans des stratégies de communication assez standards. Et on y ajoute aussi, évidemment, dans le cadre d'une démarche de participation, la mobilisation des relais locaux, qui peuvent être les associations locales, les associations sportives, les associations de parents d'élèves, enfin toutes les associations auxquelles on peut penser, et les relais internes de l'acteur public, par exemple les agents des CCAS, les agents de développement local, les agents des maisons de quartier, donc vraiment tous les relais qu'on peut mobiliser pour faire connaître la démarche et aller mobiliser les citoyens au plus près de là où ils sont. Et puis en fait, on ne fait jamais une démarche 100% numérique, c'est-à-dire que vous allez avoir la plateforme ou l'outil qui est en ligne,
Mais vous allez aussi avoir des réunions, des ateliers participatifs qui peuvent permettre par exemple de produire des premières idées que vous mettez ensuite sur la plateforme et les citoyens vont commenter ces idées-là et en proposer d'autres. Ça peut permettre aussi de commencer à faire une synthèse. Comme je disais que la synthèse c'est quelque chose d'assez compliqué. Vous pouvez par exemple avoir un atelier participatif où vous invitez un certain nombre de citoyens à étudier les propositions qui ont été faites sur la plateforme et en proposer une première synthèse pour faire ressortir ce qui est le plus important. De toute façon, avoir des événements, des expositions, des moments de discussion en présence, ça va vraiment être très important pour rythmer la consultation et donner à voir vraiment ce qui est fait par la collectivité ou par l'administration. Une des questions qu'on entend souvent, c'est celle de l'inclusion numérique ou de la fracture numérique. C'est vrai que c'est un problème, et plus largement que pour les civic tech, en fait, c'est un problème de se dire que certains des services ne sont plus accessibles qu'au niveau numérique et que du coup, l'accès aux droits, l'accès à la citoyenneté va être conditionné au fait d'avoir accès à Internet, de savoir se servir des outils numériques et au-delà de ça, d'avoir les compétences pour, par exemple, écrire une contribution en ligne dans le cadre d'un budget participatif ou ailleurs. Mais il y a un certain nombre de choses différentes à prendre en compte quand on parle de fracture numérique. La première, c'est évidemment l'accès aux outils numériques et puis l'acquisition d'un certain nombre de compétences. Et là, le travail de médiation numérique qui, par exemple, a été initié par la Mednum est assez intéressant parce que vous avez justement un maillage du territoire avec des actions de médiation. Au-delà de ça, quand on parle de participation citoyenne, il faut voir plus largement que pour participer, que ce soit à l'oral, à l'écrit, dans une réunion ou en ligne, il faut un certain nombre de compétences politiques, de compétences d'expression, et que ces compétences-là ne sont pas réparties également dans la population. Typiquement, plus vous êtes favorisé, plus vous êtes à l'aise pour prendre la parole, et plus vous êtes défavorisé, moins vous l'êtes. Et donc là, vraiment, avoir la capacité de s'exprimer et penser que son avis va compter, ça demande un travail beaucoup plus de fond, ça demande d'aller chercher des publics qui ne s'expriment pas d'habitude. Ça demande aussi de leur donner un réel pouvoir, un réel impact sur la décision pour qu'il y ait en fait une prise de conscience que peut-être que leur avis peut compter. Mais c'est un problème beaucoup plus large que celui de simplement l'inclusion numérique. En fait, le souci aussi aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas qui participe par le numérique parce que souvent, quand on fait une plateforme, on ne veut pas demander trop d'informations aux participants, donc on ne va pas leur demander leur âge, leur genre, on ne va pas leur demander leur profession, surtout pas. Et du coup, on a très peu de données. Donc l'une des premières choses qu'on pourrait faire, ce serait de faire des enquêtes même a posteriori auprès des gens qui participent pour savoir qui ils sont. Parce que pour l'instant, les quelques enquêtes qu'on a montrent que ce sont plutôt des personnes déjà mobilisées et plutôt favorisées qui participent à travers ces outils comme à travers d'autres outils en présence aussi. Sur certaines démarches, on demande par exemple le code postal. Et donc, par exemple, la mairie de Paris, quand elle a lancé son budget participatif, les premières années, ils ont remarqué qu'il y avait certains quartiers qui étaient très peu représentés. Et donc, ils ont lancé des actions ciblées pour aller chercher les personnes dans ces quartiers, les inviter à soumettre des projets et puis ensuite à voter et à choisir des choses. Mais plus généralement, par exemple, quand on prend une échelle comme celle du grand débat national, quand on a simplement le code postal, ça ne nous dit pas grand-chose sur qui a réellement participé. On ne sait pas en fait quelles sont leurs professions, quelle est leur orientation politique, est-ce qu'ils avaient déjà participé avant ou pas. Donc voilà, on manque vraiment d'informations sur les participants en ligne. Penser le citoyen comme un usager, c'est un peu compliqué. En fait, ce sont deux statuts qui se recoupent, c'est-à-dire que le citoyen est aussi un usager de services publics, mais qui ne sont pas les mêmes. Quand on parle de démocratie participative, on va donner au citoyen un rôle qui va être celui d'une partie prenante, c'est-à-dire qu'il va formuler, il ou elle d'ailleurs va formuler des avis, des propositions qui contribuent à l'intérêt général. On demande en fait aux citoyens de sortir de leur rôle individuel et de contribuer en fait à la construction d'une politique qui servira à tout le monde. Dans le cadre du citoyen usager, on est plutôt dans une logique qui associe le citoyen à un consommateur, donc à un usager. Et là, en fait, on a un certain nombre d'initiatives qui mobilisent les citoyens pour qu'ils produisent des données, pour qu'ils contribuent à l'action publique en tant qu'usagers, en tant qu'experts d'usage en fait. Mais avec des échelles très différentes. Si on part de la plus petite échelle, on peut dire que le citoyen ou l'usager peut être un capteur, c'est-à-dire qu'il va par exemple fournir plus ou moins consciemment un certain nombre de données. C'est ce que fait Waze.
Quand un automobiliste circule, Waze va calculer et récupérer toutes les données sur ses déplacements et s'en servir pour améliorer son service. Mais là, on est vraiment dans un citoyen qui est capteur. Ensuite, on peut avoir un citoyen qui va être expert ou évaluateur, à qui on va demander comment il se comporte, quelles sont ses activités, quels sont les services qu'il utilise. Ensuite, ce qu'il en pense, c'est-à-dire ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, ce qu'il attendrait en fait comme amélioration. Mais à partir du moment où vous commencez à demander une évaluation au citoyen, vous êtes d'une certaine manière engagé à lui répondre et à faire évoluer le service. Donc c'est une démarche assez différente de répondre à un consommateur par rapport à celle de dire on va mobiliser les citoyens dans la co-construction d'un avenir, d'une politique publique, de l'action publique en général. L'usager en tant que co-créateur, oui, avec de nouveau des échelles différentes. Vous pouvez l'avoir en tant que co-créateur des politiques publiques parce qu'il va donner son avis sur ce qui est le plus important pour lui. Et là, vous pouvez lui demander son avis sur des politiques d'emploi, par exemple. Ce sera quelque chose de très large, mais on peut le considérer comme co-créateur. Après, à l'échelle locale, souvent quand on parle du citoyen co-créateur, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va en fait déléguer une partie des responsabilités ou une partie de la réalisation de l'action aux citoyens. Et là, on peut se retrouver dans des situations de grandes inégalités, selon les quartiers, selon la capacité des citoyens à se mobiliser, à mettre en place un service. Je ne sais pas, par exemple, pour gérer des bibliothèques, qu'est-ce qui se passe quand dans un quartier, vous avez des personnes qui sont mobilisées et qui peuvent gérer la bibliothèque, et dans un autre quartier, personne qui est disponible. Donc là, quand on parle de la co-création au sens de vraiment la co-gestion des politiques, ça crée d'autres problèmes en termes d'égalité des citoyens. La participation citoyenne, comme d'autres démarches, comme les expérimentations de co-conception de services avec les usagers, font partie d'une tendance, on va dire, un peu plus large, qui consiste à essayer de recréer un lien avec le citoyen, de répondre à la crise de confiance, en essayant de se rapprocher des citoyens, de se rapprocher des besoins et de les impliquer plus largement dans le futur des services publics, dans le futur de l'action publique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les collectivités locales et l'administration sont un petit peu sommées de rendre des comptes de leur action, doivent être toujours plus efficaces, le prouver, et que l'une des solutions qui a été trouvée, c'est justement d'impliquer les citoyens ou les usagers dans la réflexion sur de nouveaux services, sur de nouvelles manières de vivre ensemble et de construire les politiques publiques de l'échelle locale à l'échelle nationale. On pourrait dire que dans une démarche de co-conception de services, on peut s'inspirer de ce qui a été trouvé dans l'univers de la participation citoyenne, qui est que pour impliquer les citoyens ou les usagers dans ce cas, il faut qu'ils aient un impact réel sur l'issue du processus, et que s'ils doivent prendre une décision sur comment va être construit un service, on doit les impliquer au-delà de simplement comme évaluateurs, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement leur demander leur avis, il faut qu'ils participent à la création du nouveau service. Et qu'il soit représentatif de la population pour que ce service réponde aux attentes de tous les citoyens.